Merci, David et Christina. Je remercie les archives canadiennes et irlandaises pour avoir organisé ce symposium qui nous permet de tester de nouvelles idées, d'en échanger et de discuter ces idées avec vous. Il y a 2 ans, ce projet a commencé. J'ai trouvé ça très stimulant. Je suis certain que l'expérience sera tout aussi intéressante cette fois-ci. Le thème de ma conférence, de ma communication aujourd'hui, c'est la liberté civile, l'État et le mouvement clandestin Fenian au Canada. J'aimerais commencer par l'historien D.Q. Stewart, qui a un jour dit que chacun devrait avoir deux écritures sur son bureau disant « Je ne sais pas » et l'autre dit « Et tout est plus vieux que ce que nous pensons ». Je ne sais pas. Il reste beaucoup de choses à découvrir à propos des activités des Fenians au Canada dans les années 1860 et il n'y a eu quasiment aucun travail de recherche sur ces questions, sur des questions comme la suspension de l'habeas corpus en réaction à ces activités. Tout est plus vieux que ce que l'on pense. Il y a 2 semaines, dans son étude sur la complicité du Canada dans la détention et la torture de 3 Canadiens en Égypte et en Syrie, le juge Frank Iacobucci a indiqué que la question principale faisait intervenir l'intervention appropriée de notre démocratie au Canada face au phénomène pernicieux du terrorisme et de s'assurer que dans la protection de la sécurité de notre pays, nous respectons les droits de l'homme et les libertés pour lesquelles tant ont combattu pour les préserver. Le même argument a été avancé en 2006 par le juge Dennis O'Connor dans l'enquête sur l'affaire Maher-Ara. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire une évidence. Les Fenians n'étaient pas l'équivalent au 19e siècle d'Al-Qaïda et jamais ils n'ont envisagé des choses comme des assassinats massifs de civils. Décrire les Fenians comme étant des terroristes est hautement contestable. Pour John O'Neill, l'héros Fenian de Ridgeway, les méthodes de terrorisme comme l'assassinat étaient tout à fait inacceptables. La guerre ouverte contre les forces de la Couronne était la façon honorable de procéder. Mais pour d'autres Fenians bien connus, comme Tom Kelly et John McCafferty, les assassinats étaient un mode d'action tout à fait légitime et justifiable. Et les travaux de recherche de Barry Kernock ont bien dit qu'il y avait un cercle de tir des Fenians qui composait une trentaine de membres à Dublin et dont la mission première était d'assassiner. Évidemment, tout cela dépend de la définition qu'on leur donne à terrorisme. Alors, si le mot doit signifier violence réelle ou menacée, qui vise des fins politiques contre des informateurs, des politiques, des juges, des policiers, si cela inclut des plans pour attaquer des banques et des édifices parlementaires, y compris ceux d'ici, et pour détruire des installations ferroviaires ou de télégraphe, si cela correspond à la déclaration de John Mitchell que le peuple irlandais avait le droit d'attaquer la Grande-Bretagne n'importe quand, n'importe comment, eh bien, oui, il y avait un élément terroriste à l'intérieur du fénianisme. En tout cas, c'est ce que les gouvernements canadiens et britanniques pensaient et ont utilisé. C'est la façon dont ils ont utilisé le mot à l'époque. J'aimerais également dire clairement que l'État canadien, pendant l'année 1860, les années 1860, n'a pas été impliqué dans des activités qu'on nomme avec l'euphémisme de renvoi
où vous renvoyez des feignants soupçonnés. D'autre part, il fait peu de doute que la police avait fabriqué des preuves contre Patrick James Whelan, l'homme qui avait été accusé de l'assassinat de Thomas Darcy-Mackey et qui était probablement coupable, tout comme il y a peu de doute que les prisonniers feignants au pénitencier de Kingston avaient été très maltraités. Cela dit, il me semble tout de même qu'il y a des parallèles intéressants entre la situation des minorités ethniques dans le Canada contemporain et la situation auquel faisaient face les catholiques irlandais dans le Canada anglophone protestant des années 1860. Par exemple, prenez le débat sur les rapports sur la criminalité au milieu du 19e siècle. En réponse à des articles dans les journaux qui mentionnaient la religion et la nationalité des criminels condamnés, les leaders catholiques irlandais ont opposé que les criminels devraient être classés selon leur crime et non pas selon leur origine. Le même argument a été utilisé par des leaders communautaires ethniques contemporains contre la collecte de statistiques sur la criminalité selon la race. Considérez les demandes des catholiques irlandais au 19e siècle pour la parité politique, religieuse et sociale avec la population. Certains voulaient même la parité dans les noms de lieux. Il n'y avait pas suffisamment de noms de lieux irlandais au Canada, à leur avis. Alors, cela a une résonance contemporaine également. Considérez le débat sur les écoles séparées pendant les années 1860. Les arguments pour et contre le Scott Bill de 1861 a refait surface pendant la dernière élection provinciale en Ontario, lorsque John Tory a promis d'étendre le financement public aux écoles confessionnelles, incluant l'objection habituelle et l'argument que la fragmentation dans le domaine de l'éducation minerait un sens partagé de l'identité canadienne. Je dois admettre que même si je préfère voir les gens éduqués ensemble plutôt qu'éduqués séparément, les craintes de ceux qui s'opposaient aux écoles séparées dans les années 61 ne se sont pas avérées. Mais le parallèle le plus intriguant de tous consiste dans la condition d'une minorité ethno-religieuse qui contenait une composante révolutionnaire avec des liens internationaux. Une minorité ethno-religieuse qui contenait une composante révolutionnaire avec des liens internationaux. Pour toutes les différences entre les catholiques canadiens et irlandais du 19e siècle et les groupes ethniques multiples des musulmans canadiens du 21e siècle, pour toutes les différences, malgré toutes les différences entre les révolutionnaires feignants et des groupes tels que les 18 de Toronto, qui ne sont plus que 10 maintenant, je crois, le dilemme auquel fait face l'État canadien où faisait face l'État canadien pendant les années 1860 avait peu en commun avec le dilemme auquel fait face l'État canadien aujourd'hui. Le Canada et l'Amérique britannique a observé Darcy-Mackey en 1866. Le Canada et l'Amérique britannique n'ont jamais connu d'ennemis aussi subtils, aussi irrationnels, aussi difficiles à retracer et par conséquent si difficiles à combattre. D'où le problème, alors comme maintenant, comment défaire une minorité révolutionnaire à l'intérieur d'un groupe ethno-religieux sans aliéner la majorité modérée de ce groupe? Comment équilibrer les exigences de la sécurité de l'État avec les demandes de la liberté civile? Eh bien, voyons comment cela s'est passé à cette époque. Thomas Darcy-Mackey était un type de Conor Coos O'Brien, quelqu'un qui avait rejeté son nationalisme irlandais et qui voulait passer à travers l'ambivalence catholique irlandaise et le nationalisme révolutionnaire et qui voulait isoler et marginaliser les nationalistes irlandais canadiens révolutionnaires
grâce à une stratégie de polarisation et de confrontation. C'est une histoire fascinante. Je travaille là-dessus maintenant depuis plusieurs années et qu'il suffise de dire que Darcy McKee et Cruz O'Brien, tous les deux, ont fait preuve de courage moral remarquable en s'attaquant au nationalisme atavique. Mais ils ont aliéné mais leur stratégie plutôt a aliéné de nombreux nationalistes modérés et ont eu probablement plus d'impact à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de leur communauté respective.